Voici ici la deuxième vidéo du troisième chapitre de notre cours de stabilité béton génie civil. Donc par rapport à ce chapitre numéro 3 du mur et ouvrage de soutènement, on va voir ici les murs en béton armés. Uniquement ces murs en béton armés qui sont considérés comme des ouvrages de soutènement, donc qui retiennent nos terres. Alors dans ce chapitre, on va voir nous ensemble trois types de murs en béton. Il y a le premier qui est un mur en béton donc coulé sur place à l'aide de coffrage et on va voir les caractéristiques qui y sont associées. Et le deuxième, ce sont les murs préfabriqués en béton, donc qui sont préfabriqués en usine et qu'on amène finis sur notre chantier et qu'on n'a plus qu'à déposer, à placer. Et enfin, il y a une troisième catégorie qu'on verra, c'est les murs dits semi-préfabriqués. Donc il y a une partie du mur qui est créée à l'atelier en usine sous système contrôlé, donc vraiment avec des paramètres qui sont préétablis par une machine. Et quand on vient le déposer et l'utiliser sur notre chantier, on doit alors faire un béton de seconde phase pour vraiment donner l'aspect fini à notre mur de soutènement en béton. Donc ça, c'est ce qui concernera les murs semi-préfabriqués en béton. On va commencer ici, nous autres, par les murs en béton coulés sur place. Alors ces murs en béton coulés sur place peuvent avoir différentes formes et différentes natures. La plupart du temps, ils sont considérés en vertical, mais on peut leur donner une inclinaison qui est rarement, je dis bien rarement, supérieure à, on va dire, 5% par rapport à la verticale. On peut bien évidemment donner une verticalité un petit peu plus importante vis-à-vis du fruit qui sera un peu plus que 5%, mais ça devient un petit peu plus compliqué dans ce cas-là au niveau du coffrage. Alors vous allez ici avoir dans votre mur en béton coulé sur place ce qui s'appelle des armatures d'attente, qu'on aura l'occasion de définir un petit peu plus loin. Et vous aurez aussi la possibilité d'avoir des bêches. Alors ces bêches sont ce qu'on va utiliser vis-à-vis de la fondation du mur de soutènement pour essayer de donner en fait une assise un petit peu plus importante vis-à-vis du glissement. Donc s'il y a un déplacement latéral de notre mur, en fait il va être bloqué ce déplacement par la présence de cette bêche. Donc ça, c'est parfois ce qu'on peut rencontrer quand on a des sols qui ne sont pas nécessairement fort porteurs et qui risquent à un moment donné de faire glisser notre mur. Alors ces murs en béton coulés sur place sont coulés à l'aide de coffrages, comme vous voyez ici, qui suivent au sol un tracé préétabli et qui délimitera les murs à créer. Donc vous retrouvez ici avant la phase de bétonnage et donc de placement de nos coffrages, on retrouve des petites barres en acier vertical. Ce sont ce qui s'appelle l'entièreté de nos armatures d'attente. Vous avez aussi ici en gris une sorte de petite plaque métallique. En fait, ça, c'est ce qui permet de garantir l'étanchéité de notre mur coulé sur place. Voilà ici l'allure de ces armatures. Alors les armatures, on les place, donc je vous dis, il y en a deux dans un mur en coulé sur place. Il y a les armatures donc d'attente et les armatures propres au voile. Alors les armatures d'attente, elles nous font rarement, je dis bien rarement, quand on est dans des voiles classiques qui sont inférieurs à 3 mètres de haut et qui ne sont pas considérées pour l'application de piscine. On prend souvent, on va dire, 70 jusqu'à 1,10 m en hauteur pour ces armatures. Donc ça, c'est ce qui concerne les armatures dites d'attente. Après, vous allez avoir les armatures qu'on va placer à l'intérieur des coffrages. Et là, on va utiliser simplement des paillasses dans les deux directions, donc des armatures horizontales et des armatures verticales. On aura l'occasion, bien évidemment, dans la suite du chapitre, de visualiser ces armatures. Alors, qui dit coulage de béton dit coffrage. Alors, quels sont les types de coffrage que l'on peut utiliser sur les chantiers? Le premier, c'est les systèmes de coffrage en bois, qui sont maintenus en place, vous voyez, par un système classique qu'on connaît, qui sont les poutres de chez Doka. Ça peut être par exemple les poutres de coffrage de chez Doka, qu'on utilise pour le coulage des planchers lorsqu'il y a un plancher dans une habitation, dans un immeuble appartement ou une autre habitation. On utilise ces poutres qui supportent les dalles, les plaques de bois qui vont servir au
coffrage et au coulage de notre béton, on peut les mettre à la verticale, comme vous voyez ici, toute une série. Et on vient faire poser dessus nos plaques de bois. Et on n'a plus, via l'espace intérieur ici, à couler notre béton une fois les armatures en acier placées. Ça, c'est le premier coffrage possible, c'est le matériau bois. Le deuxième, c'est le matériau plastique. Alors le matériau plastique, c'est toujours aussi résistant que le bois et c'est un petit peu plus léger. Donc là, ici, vous voyez les armatures horizontales et verticales que l'on place dans le coffrage avant de venir couler notre béton. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi une chose évidente, c'est que lorsque l'on coule notre béton, pour essayer de le densifier et de faire remonter l'entièreté des bulles d'air emprisonnées dans la masse de béton, on doit le vibrer. Vous voyez la personne ici qui est en train, sur la photo en bas à gauche, de vibrer notre béton pour le densifier et le rendre un petit peu plus compact. Alors voilà la structure de ces coffrages en plastique. Donc on voit une sorte de maillage, de raideur ici, que l'on voit. Et on retrouve, comme dans un coffrage classique, en fait, pour garantir le parallélisme entre les deux panneaux de coffrage, vous allez retrouver ici une tige filetée, qui sert vraiment à pincer vraiment et donner vraiment la bonne dimension exacte de l'épaisseur de notre future voile à couler. Et donc pour faire traverser cette tige métallique dans notre panneau de coffrage, on est obligé ici de faire une réservation dans notre voile en béton. Lorsque le béton est coulé, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit alors apparaître des trous. Donc vous le voyez ici, c'est un voile qui a été utilisé et dont vous voyez les apparitions des marches. Et en fait, chaque trou matérialise en fait la tige qui séparait en fait la tige filetée métallique qui permettait de pincer nos deux panneaux de coffrage avec la masse de béton propre qui servira à la construction de notre voile. Donc c'est pour ça que dans un voile en béton coulé sur place, vous aurez toujours malheureusement à la fin, il n'y a pas le choix, des trous qu'on appelle les trous de bétonnage et qui sont là uniquement pour l'aspect technique et qui garantit le parallélisme entre les panneaux. Alors pour ce panneau en plastique, qu'est-ce qui permet de scinder les éléments les uns avec les autres, puisque on vient simplement les emboîter? C'est cette petite poignée-ci, alors qui est une poignée en plastique. Et vous voyez qu'à la jonction entre deux panneaux, il y a une réservation dans laquelle vous venez insérer la tige principale ici de notre poignée, et il suffit après de la faire tourner d'un quart de tour pour bien serrer et fermer la jonction entre les deux panneaux. En aspect fini, ça donne ceci, donc on voit vraiment l'entièreté des petits trous qui quadrillent nos panneaux, et on voit les panneaux en plastique modulaires qui sont situés là derrière. Troisième type d'éléments de panneaux que vous voyez ici, ce sont les panneaux en structure métallique et les panneaux en bois, bakélisés, donc type contreplaqué marin, qui sont étanches en fait à l'humidité ces panneaux. Donc on voit ici en horizontal l'entièreté des éléments profilés métalliques avec les poteaux et on retrouve, comme vous le voyez ici, des étançons ou tire-pouces. Alors vous voyez ici, on est avec une structure métallique bois, donc on n'est plus en plastique, on n'est plus en bois uniquement, on est en mélange des deux. Ici on travaillera avec des panneaux qui ont déjà une plus grande dimension que les panneaux en coffrage plastique, c'est l'avantage. On retrouvera ici les arrêts de bétonnage à la fin des murs, avec la plaque qui est ici, qui est pincée et sertie par les attaches. On retrouvera les tiges qui serviront à fermer et à bien garder le parallélisme entre les panneaux de coffrage. Vous retrouvez des éléments qui sont des types d'échelles avec des plateformes de travail, puisque quand les ouvriers doivent bétonner, on le fait par en haut, donc il faut bien garantir que la pompe à béton, quand elle vient, il faut guider cette pompe et il faut être là sur des plateformes de travail au-dessus du mur. Vous avez ici les tiges de serrage et vous retrouvez ici les tiges de jonction entre panneaux. On voit un panneau et un autre ici. Alors ça c'est pour des voiles linéaires. Maintenant si vous devez faire un angle ou même une arête, il est possible, vous voyez, de trouver avec ce système ici, c'est le système de chez Perry, donc c'est encore un autre système,
où il y a la possibilité, grâce à ces réservations, de donner l'ouverture d'angle que l'on souhaite, avec un maximum qui dépend des modèles en termes de degrés. On peut avoir aussi la possibilité de créer une structure à notre béton. Donc là, on va toujours utiliser des panneaux de coffrage type métallique, mais on va en plus mettre sur les panneaux de bois, on va mettre une matrice en caoutchouc qui va nous permettre de vraiment structurer le béton et lui donner une finition. Donc ça, vous le voyez, cette matrice-là est une matrice en une matière proche du silicone et d'un mélange avec une résine pour lui donner une certaine résistance en termes d'usure et d'utilisation au fur et à mesure du temps. Et on a, comme vous le voyez, un aspect comme si c'était un mur en pierre alors que c'est uniquement un voile béton coulé mais qui, au séchage, a pris la forme de la matrice qui était adjointe à notre panneau. Alors souvent, comment est-ce qu'on reconnaît un vrai mur en pierre par rapport à un voile béton structuré? C'est souvent les jonctions verticales bien droites qui vous donnent en fait la puce à l'oreille. Si vous voyez un joint vertical parfaitement droit, la plupart du temps ce sont des voiles coulées sur place, structurés et matricés. Donc on peut avoir là-dessus des panneaux jusqu'à 9 mètres de long, donc le panneau est ici manutentionné en haut à gauche. On a ici le panneau avant la manutention. Une fois qu'il est mis en place, vous voyez on a les tire-pouces qui sont là pour le garantir à la verticale. Et une fois que ça est fait, on a l'aspect fini, comme ceci, qui donne l'apparence d'une pierre, mais qui est typiquement un voile type béton. Alors il y a la possibilité maintenant aussi d'imprimer le béton. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a l'impression quand on le regarde de loin qu'on a une photo. Et en fait, c'est un voile béton dans lequel il y a un usinage qui est fait. Et en fait, plus l'usinage est profond, plus ça vous donne du relief en profondeur par rapport aux couleurs noires, où l'impression est le rendu noir. Donc plus vous êtes, par exemple ici je prends l'exemple de la roue, pour faire les aspects un peu noirs ici au-dessus de la roue, vous voyez que la profondeur de rainurage est un petit peu plus grand qu'ici en bas où on n'a pas besoin de noir mais on a besoin uniquement de gris. Là on n'a pas beaucoup de rainure. Ça va, et de profondeur dans la rainure. Donc il y a moyen de faire vraiment quelque chose de tout à fait faisable et dynamique dans les coulages de béton. Alors l'avantage aussi de ces voiles en béton, c'est qu'on peut venir y adjoindre un parement. Donc on peut venir y adjoindre d'abord un moellon, comme on le voit ici. Donc c'est un simple travail de pose de pierre au mortier. Ou on peut faire, si on le souhaite, j'invente même, des briques fendues, on peut le faire aussi. Ça, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On peut réaliser aussi une pose par rapport à un sentiment de parement type gabion, alors qu'on a simplement fait ce qui s'appelle un support de cage. J'explique ce que ça veut dire. Alors ici, vous avez un mur type voile béton, comme ceci. Vous retrouverez tous les trous qui concernent les trous de bétonnage. Et vous avez ici, tracé au cordex en bleu, les lignes horizontales. Pourquoi? On va venir simplement faire la pose des cages métalliques qui vont servir à recevoir les pierres. Donc ce qu'on fait, on vient tracer à plus ou moins 40 voire 60 cm de distance, on vient tracer sur les traits tracés au cordex bleu, on vient tracer les endroits de forage. Donc on va forer avec une mèche de 14 ou de 16 et venir y sceller chimiquement, comme vous le voyez ici, des crochets. Donc la personne ici est en train de reforer un autre trou. Et ces crochets vont nous servir à quoi? Vont venir à supporter, comme on le voit ici, notre cage d'armature. Donc on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 crochets. Et la même chose ici en bas. Et donc avec ça, l'entièreté de notre cage est maintenue par ces crochets. Pourquoi est-ce qu'on en met finalement autant? Parce que le but ultime est de donner l'apparence d'un gabion. Donc ici, c'est juste bien faire attention au niveau des coins, refaire ici une assise avec une cage qui est pliée et qui finit notre mur. Donc nous, on va simplement prendre les pierres dans un CUFA et on va les amener ici, dans l'espace entre le voile
et votre cage d'armature. Et de la sorte, vous aurez l'apparence d'un parement en pierre, donc vous aurez l'impression que c'est un mur en gabion, alors que finalement c'est juste sur une faible épaisseur de la pierre qui est posée devant notre mur de soutènement. Alors en ce qui concerne ici maintenant le ferraillage des voiles coulées sur place, donc vous le voyez, on retrouve notre fondation ici en inférieur et notre voile ici à la verticale. Alors on le voit aussi ici, parfois il est possible au sommet des voiles de placer une cage. Cette cage va servir de chaînage et va lier sur la longueur de notre mur l'entièreté des voiles que l'on coule les uns à la suite des autres. Donc en tête, ça va donner vraiment cette liaison et ce chaînage, cette petite cage. Deuxième particularité, vous le voyez, on a la plupart du temps des armatures qui sont les cages sur toute la hauteur et on va compléter ces cages avec des barres qui sont en fait nos barres d'attente. Qu'est-ce qu'elles ont comme rôle ces barres d'attente? Ces barres d'attente, en fait, lorsque le mur va retenir des terres, il va y avoir une poussée qui va s'appliquer dessus. Et donc il va y avoir une rotation du mur vers la gauche. Ou si c'est retenu par là, ce sera dans l'autre sens, mais on imagine les terres ici. Et cette rotation va engendrer ici à la base du voile un moment de flexion. Et ce sont ces armatures d'attente qui vont reprendre ce moment de flexion. Troisième particularité que vous voyez ici, on peut avoir aussi des armatures d'attente dites en L. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait ici un retour en L et pas des barres droites? On aurait un retour en L dans la fondation pour avoir, comme ici, en fait une plus grande capacité de reprise de moment, puisque cette partie horizontale va vraiment tirer sur la partie verticale pour l'aider à reprendre le moment de flexion qui est envoyé dans le bas du voile. Même si vous avez un écran avec un fruit, là dans ce cas-là, vous devrez quand même, quoi qu'il arrive, placer, comme vous le voyez, les armatures d'attente qui peuvent être des armatures d'attente en L dans un sens et dans l'autre. Voilà en vrai à quoi elles ressemblent, ces armatures d'attente. Donc on a notre fondation qui est coulée. Et après, on va simplement, comme vous le voyez, venir poser nos panneaux de part et d'autre pour couler notre voile. Donc on peut avoir des armatures d'attente qui, je vous dis, vous font entre 90 cm et 1 mètre. Et alors par contre, on peut en avoir la nécessité d'en ajouter si vraiment l'élément qu'on va retenir, si ce ne sont par exemple pas des terres mais quelque chose d'un peu plus lourd, si ça pousse plus, on doit alors augmenter les longueurs des armatures d'attente pour reprendre encore ces moments dans nos voiles. Donc si maintenant on doit donner les étapes qui permettent la réalisation d'un mur en béton coulé sur place, avec des panneaux, l'étape numéro 1, comme vous le voyez, c'est de tracer au cordex l'emplacement exact des futurs murs pour savoir à l'endroit précis où on doit placer nos panneaux. Donc comme les armatures d'attente sont déjà présentes, on n'a plus qu'à venir à l'étape numéro 2, mettre en place notre panneau et le maintenir vertical et horizontal à l'aide des tire-pouces que vous voyez ici. Troisième étape, c'est mise en place des cales pour garantir un enrobage correct des barres d'acier qui seront présentes dans le mur et noyées dans le béton par rapport au panneau. Et vous voyez, souvent ces cales sont soit en plastique comme ceci et en béton. La plupart du temps, on prend 3 à 5 cm d'enrobage minimum vis-à-vis de ces armatures. À quoi sert cet enrobage? Première utilité, c'est de garantir que s'il y a un jour un incendie, que ça ne vienne pas trop vite faire fondre ou même donner une moins grande section à notre barre d'acier, que la chaleur soit déjà un petit peu atténuée par cette épaisseur d'enrobage. Et la deuxième fonction, si à un moment donné il y a une fissuration dans
le panneau en béton, c'est éviter qu'il y ait des matières corrosives qui viennent attaquer notre armature et qui viennent commencer à diminuer sa section de plus en plus au fur et à mesure du temps. Ça peut être l'action simplement de l'eau qui vient amener une oxygénation et dans ce cas-là une dégradation de notre armature. Donc ça, c'est les deux fonctions principales de cet enrobage. La quatrième étape, comme vous le voyez, c'est ce que je vous ai mis, c'est la mise en place des tiges de serrage, donc pour garantir le parallélisme entre les panneaux de coffrage. Donc c'est pour garantir cela qu'on vient passer ici et ici. Cinquième étape, c'est grâce à la plateforme de travail, on vient couler notre béton et le vibrer aussi, sans oublier. Donc voilà les plateformes de travail que l'on vient apposer sur nos coffrages. Et enfin, une fois que le voile a été coulé et qu'on a attendu suffisamment longtemps après le coulage, on vient décoffrer. Donc les étapes de décoffrage, vous le voyez ici, on enlève d'abord les tiges. Une fois que les tiges sont enlevées, on enlève un des 4 panneaux. On enlève ensuite, à la quatrième étape, les 2 panneaux latéraux. Et on retire ensuite le dernier panneau. Donc là, vous le voyez, soit ce dernier panneau peut être retiré en un bloc s'il fait toute la dimension du mur, ou en 2 blocs si on a eu besoin de plusieurs morceaux pour réaliser notre coulage de mur. Et une fois cela fini, on a notre voile tel quel. Alors les hauteurs de bétonnage de ces voiles, souvent vous pouvez atteindre, il y a certains murs qui atteignent déjà presque 6 à 7 mètres de haut. Maintenant, plus vous allez haut, bien évidemment, en coffrage, plus il vous faudra des étançons et des tire-pousses qui sont importants, puisque la poussée en bas du voile sera importante vis-à-vis de notre béton. Alors les dimensions courantes par rapport à nos murs de soutènement dits coulés sur place, il faut d'abord faire un petit détail sur le vocabulaire du mur. Alors vous allez avoir ce qui s'appelle ici en bas la semelle. C'est la partie horizontale de notre mur. Vous avez ensuite le patin. Le patin, c'est la partie juste ici, devant la partie verticale du mur, qui s'appelle le voile ou l'écran. C'est le voile ou l'écran. Et enfin, ici, on retrouvera notre massif de terre. Alors, si je regarde un peu de manière traditionnelle les dimensions, il faudra pour voir si vous êtes sur un sol avec la capacité portante suffisante, donc supérieure à minimum 2 kg par cm², donc c'est déjà un très très bon sol, ou alors voir si vous êtes dans un sol de qualité moyenne de 1 à 1,5. Donc dans ce cas, la largeur B de notre semelle sera entre, soit si le sol est bon, 35 à 40% de la hauteur totale de notre mur, semelle comprise. Si le sol est un petit peu moins bon, il faudra élargir B et on prendra entre 45 et 60% de la hauteur. Le patin, lui, peut aller de B' à B sur 5, ça dépend des dispositions constructives du cas rencontré. Et enfin, l'épaisseur de voile moyen, tant qu'on est dans des murs, dans la logique, souvent c'est ce que vous rencontrerez, de 3 à 4 mètres de haut, on prend un 18e de la hauteur totale. C'est souvent l'ordre de grandeur que l'on se donne. En tête, on aura toujours un minimum de 15 à 30 cm, ça c'est les dispositions constructives. Et en fonction, je dis bien en fonction des charges que notre mur aura à reprendre, souvent on essaye que l'épaisseur de la semelle soit la même que le voile. Mais, je dis bien mais, il arrive que si le sol est moins bon, qu'il y ait une épaisseur de semelle qui soit plus grande que l'épaisseur de notre voile. Ça c'est tout à fait faisable aussi. Deuxième type de mur que l'on va rencontrer ici maintenant, qui concerne les murs préfabriqués en béton. Donc ça, c'est ceux qui sont fabriqués en usine et qu'on amène fini sur chantier et qu'on n'a plus qu'à poser. Le mur préfabriqué le plus connu, c'est le mur en L. Vous le voyez, il a un aspect tout à fait fini, lisse, prêt à être posé. Comment est-ce qu'il est fabriqué? C'est juste dans des gros coffrages comme ceci. On a la réservation qui est faite en fonction de la dimension du voile. Et vous avez ici le béton qui est coulé et qui, lors du décoffrage, vous forme, comme vous le voyez là-dessus, le mur en L. Sauf que là, il est placé à la verticale et qu'on n'a plus ensuite qu'à le retourner. Alors voilà ici ces murs en L posés ici sur du stabilisé qui permettent de garantir vraiment une assise bien horizontale. Il y a possibilité de demander sur la face visible du mur
soit un semblant d'effet de finition de briques, voire même de béton lavé. C'est tout à fait faisable, ça améliore un peu l'esthétique de votre mur. En ce qui concerne les dimensions, vous voyez que moi je vous ai pris un modèle basique ici avec une hauteur qui peut aller jusqu'à maximum 3 mètres, en longueur de 1 mètre et la base d'1,60 m. Vous voyez qu'on est plus ou moins à B demi, qui vaut H demi puisque la hauteur vaut 3 mètres et ici on est quasi à 150 puisqu'on est à 160. Vous avez ensuite toutes les caractéristiques D1 à D6, qui ont toutes les cotations. Vous retrouvez le poids du mur et en fait les encres de levage. Donc il faut savoir que sur la face intérieure du mur, où il y a le retour, vous avez des réservations pour les encres de levage. Et enfin en dernier lieu ici, vous le voyez, c'est les classes de résistance de votre béton, le C6075, qui concerne la classe de béton pour des bétons déjà de haute performance, puisqu'on est avec des résistances pour ces bétons de 60 newtons par millimètre carré, qui est le premier chiffre, et qui correspond à la résistance à la compression sur un cylindre qui fait 15 cm de diamètre et 30 cm de haut sur une éprouvette en béton. Et 75, c'est la résistance en newton par millimètre carré à la résistance à la compression d'un cube en béton de 15 cm de côté. Donc on voit qu'on a déjà des bétons qui sont déjà des meilleures classes et des meilleures résistances. Alors vous voyez ici, je vous ai repris encore un autre modèle d'un autre fabricant, où vous voyez qu'ici, ça va jusqu'à 2,50 m uniquement. Et c'est en longueur de 2 mètres, voire même 4 mètres. Donc on a vraiment un peu toutes les possibilités par rapport à ces murs de soutènement préfabriqués en L. Le tout, c'est, comme je vous dis, bien retenir que on pose ces murs de soutènement sur du stabilisé. Pourquoi? Parce que quand vous allez terrasser, votre sol n'est pas nécessairement parfaitement droit, et donc on veut, nous, que l'assise soit bien horizontale pour bien diffuser les charges sur l'entièreté du sol. Et donc pour ça, on utilise un stabilisé. Donc voilà ici normalement la disposition vraiment qu'on devrait respecter à chaque fois. Donc vous retrouvez en noir votre mur de soutènement. Vous avez ici votre drain, donc sur la gauche, ici. Vous avez ici l'assise. Ici, votre dalle en béton, si nécessaire, elle est armée, mais ce n'est pas souvent le cas. La plupart du temps, c'est stabilisé et ça suffit. Vous retrouvez ici votre remblai drainant, donc qui laisse quand même passer une certaine quantité d'eau pour justement éviter la stagnation de cette eau, puisque sinon ça pousserait de trop sur notre mur. Et placé ici, comme vous le voyez, un drain avec géotextile. Alors ceci, c'est pour l'encre à tête sphérique, donc c'est vraiment aussi la possibilité d'avoir, si nécessaire, le placement précis à l'endroit voulu sur une dalle de notre mur de soutènement. Ça peut être encore envisageable, c'est pas tout le temps le cas, mais ça peut se faire. Et on a ici la face visible sur la partie de gauche. Alors dans quoi est-ce qu'on utilise ces murs de soutènement? On les utilise par exemple dans le privé sur des allées de garage. Donc là vous voyez l'allée de garage qui est ici et nos murs qui sont présents ici. Ça peut se faire par rapport à une devanture, donc on le voit ici encore en travaux mais qui peut être encore faisable. Une devanture où on a un aspect en brisé par rapport au niveau ici plus 1. Donc vous voyez qu'il y a vraiment toute une série par rapport à cette utilisation dans le privé et le semi-public. Dans le domaine agricole, c'est surtout utilisé pour les murs de séparation de stockage. Donc là, ce sont des murs type en U d'une pièce qu'on amène et qui scindent vraiment les deux zones de stockage de part et d'autre. Une autre possibilité pour le stockage des matériaux, c'est des murs à limite en Y inversé, comme on le voit dans le panneau de coffrage, et on les place debout, et ça maintient des énormes zones de stockage, donc on peut aller à des murs qui font facile 5-6 mètres de haut sans aucun problème, et qui vraiment scindent comme il faut les zones de stockage dans des halls ou des hangars. Le mur en L peut être aussi utilisé, comme vous voyez ici, avec une réservation circulaire pour le passage
d'eau. Donc vous voyez, on a un mur ici, un mur là. On a un talus avec le ruisseau. Pour laisser continuer le ruisseau par en dessous, mais avoir accès ici au champ ou à la route ou n'importe où, ben on a ici la possibilité de placer de part et d'autre de notre petit pont naturel, on va dire ça, ben les deux petits murs en L. On peut les utiliser aussi, comme vous les voyez, dans les parcs à containers. Donc là, en fait, c'est encore un modèle un petit peu plus spécifique. C'est un L, mais semi-préfabriqué. Donc en fait, vous avez le voile tel quel, qui va reposer sur une fondation. Et cette fondation, on va la couler au préalable. Donc on va avoir, comme vous le voyez, nos murs qui vont être ici placés verticalement. Et enfin, on va avoir en béton de seconde phase l'entièreté de la dalle. On peut l'avoir aussi par la présence de Stabox. Donc les Stabox est la réservation que vous avez ici, dans laquelle on fait ressortir l'entièreté de nos barres d'attente qui viendront être noyées dans la dalle de béton. Donc ça, on retrouve le mur en L et le Stabox. Ici, il n'y a pas, classiquement parlant, le retour en L, puisque c'est uniquement l'écran et l'assise en L sera noyée et inclue dans la dalle que vous voyez en gris foncé qui va être prise et coulée en béton de seconde phase. Donc voilà les murs, on voit les réservations et on voit tout l'armature pour le coulage de la dalle. Et donc on viendra avec un béton de seconde phase créer en fait l'assise horizontale sur l'entièreté de nos voiles. Les murs de quai aussi pour la gare que vous voyez ici, c'est aussi des petits murs en L qui servent à venir placer par la suite le pavage nécessaire aux voyageurs. Troisième type de mur qu'on va rencontrer ici, qui est le mur dit semi-préfabriqué. Alors le premier mur semi-préfabriqué qu'on va rencontrer, comme vous le voyez, c'est le prémur. Alors lui, le prémur, son but principal, c'est d'avoir deux lames de béton préfabriquées et reliées entre elles par une armature prévue en atelier. Et l'espace laissé libre entre les deux faces de béton nous permet de venir couler en seconde phase un béton. Et donc, une fois que ce béton-là sera sec, on aura un écran en béton avec une assise, comme vous voyez, en béton aussi. On retrouve ici, à la base, des armatures d'attente qui servent à reprendre donc la flexion en pied de mur. On peut avoir ici en semi-préfabriqué les murs dits d'autoroute. Alors ça, ce sont vraiment des murs avec des renforts beaucoup plus conséquents. Ce sont des murs qui font facilement 10 à 12 mètres de haut et qui servent uniquement à la reprise d'éléments massifs rocheux ou autres pour éviter que ça ne vienne s'ébouler sur les voies. Donc vous voyez, ça c'est un élément qui fait passer les 15 mètres de haut et qui sont déjà de nature plus conséquente. Ça c'était la première des murs semi-préfabriqués qui sont faits en panneaux ou on va dire en voile plus conséquents. Après, pour ce qui est des murs semi-fabriqués, on peut le faire à l'aide de petits blocs creux, les uns les autres, qu'on assemble. Donc vous voyez, ce sont des blocs creux en béton, voire en une autre matière, qu'on empile les uns sur les autres. Et en fait, c'est le creux qui, une fois empilés les uns sur les autres, va nous servir à couler notre béton. Alors on a le premier type de bloc qui est le bloc coffrant en béton. Donc ces types de blocs sont bien évidemment donc en béton. Et vous voyez qu'il y a sur la partie supérieure ici des petites réservations qui permettent de venir y placer des armatures. Donc ces blocs sont creux et ils sont empilés et posés à sec. Ça veut dire que de rangée à rangée, il n'y a pas de mortier à mettre. On empile simplement les blocs à sec, pur et dur. Je vous montre ici une petite vidéo qui va vous l'expliquer, une petite vidéo assez simple.
Donc comme vous l'avez vu, la personne posait ces blocs sans mortier, sans rien du tout, et les posait simplement à sec les uns derrière les autres. Alors vous avez avec ces types de blocs deux possibilités, soit des types de blocs type A ou type N. Donc ça veut dire qu'ici, quand vous êtes en type A, ce sont des blocs avec faux joints. Donc ce sont simplement des chanfreins qui donnent l'apparence d'une maçonnerie. Ou alors N, ce sont simplement des blocs sans faux joints et ce sont des arêtes vives, donc ce sont vraiment un panneau brut tel quel. Alors les dimensions, ce sont souvent des blocs qui font 60 cm de long, 20 cm de haut, et l'épaisseur varie par rapport aux besoins nécessaires de votre mur. Plus vous avez un mur haut, plus il vous faudra une épaisseur importante. La plupart du temps, c'est chez le fabricant qu'on se tourne quand on doit demander la hauteur par rapport à notre terre à reprendre ainsi que sa hauteur générale. Vous avez ici les poids des blocs et vous avez le nombre de litres de béton par mètre carré pour le remplissage. Vous voyez qu'ici, avec des blocs de 60, on est souvent à 8,3 pièces par mètre carré. C'est souvent l'ordre de grandeur que l'on se donne. Traditionnellement, comme vous le voyez, quand on se rapproche des coins de murs, on place des armatures verticales dans, forcément, les creux laissés par les blocs, que vous empilez les uns au-dessus des autres. Sur chaque rangée, vous avez deux armatures horizontales qui vous permettent, grâce aux encoches, de les placer très très facilement. Au niveau de la fondation que vous voyez ici, là on retrouve des armatures d'attente et on retrouve les armatures horizontales. Donc on se retrouve vraiment ici avec un voile en béton armé, puisqu'on a des armatures en acier dedans, et on peut vraiment faire varier notre notion d'épaisseur comme on le souhaite en fonction des besoins nécessaires sur notre chantier. Donc voilà ici l'armature de fondation et les barres d'attente qu'on voit ici verticalement. Donc pour poser la première rangée, donc il faut bien poser sur le stabilisé nos blocs. On pose ces blocs sur un lit de mortier pour bien les mettre de niveau. Une fois qu'ils sont bien mis de niveau, on met notre première rangée et on s'arrange pour que nos barres d'armature passent à travers forcément les creux. Une fois que ça est fait, on coule l'entièreté de notre dalle ou de notre semelle et c'est seulement quand ce béton-là est sec qu'on viendra continuer à empiler nos étages supérieurs. Il ne faut surtout pas oublier, quand vous avez des murs en coin qui forment et qui créent notre voile en béton, il ne faut surtout pas oublier de placer ces armatures en L. À quoi est-ce qu'elles servent ces armatures en L? En fait, elles servent à reprendre les poussées soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ça dépend un petit peu dans quel cas on est, mais en fait ce sont des poussées latérales. Et s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de lien entre les murs qui sont les murs longitudinaux et transversaux. Donc les murs longitudinaux ou périphéries et les murs transversaux. Donc il faut garantir cela. Souvent, la plupart du temps, on prend 50 fois le diamètre de la barre dans un sens et 50 fois le diamètre de la barre dans l'autre. On compte souvent 80-90 cm dans un sens et 80-90 cm dans l'autre. C'est l'ordre de grandeur et la moyenne. Alors quand vous avez un mur de manière un peu circulaire à créer, comment est-ce qu'on empile les tas? Vous le voyez, vous avez à chaque fois le schéma de pose. Donc pour le premier lit, on en met 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Vous allez faire la découpe ici sur les deux petites entretoises. Pour le deuxième lit, on en met 1, 2, 3 et vous voyez, on le fait correspondre au dessus de ce bloc. Et on fait la même chose pour le troisième lit, on le refait correspondre par rapport à ceci au dessus de la deuxième rangée. Et donc avec ça, on garantit en fait une assise suffisante de chacun des blocs les uns par rapport aux autres. Dans quoi est-ce qu'on utilise maintenant ces blocs coffrants en béton? Vous le voyez dans les allées de garage, ça peut se faire. On peut sans aucun problème faire des maisons entières avec ces types de blocs. Ça peut se faire aussi.
Vous le voyez, le béton vient d'être coulé et on a notre allée de garage qui arrive ici vers notre parking souterrain. Ça peut servir ici en retenue par rapport à des poussées de gravats ou de pierres ou ce qu'on veut, et on a un mur propre à notre hangar ici. Donc c'est un mur de soutènement classique de retenue de terre. Ça peut aussi s'utiliser, comme je vous ai dit, pour des piscines. Ça se fait. Donc vous voyez, on a nos murs qui sont créés avec les armatures longitudinales et les enrobages qui sont les petites cales que vous voyez là avec notre armature en acier, et on viendra couler l'entièreté ensemble. Les voiles seront coulées ainsi que notre dalle finie. Donc voilà ici le coulage de la dalle, et ensuite, une fois qu'on a placé nos armatures, le coulage complet de nos murs. Vous voyez, pour les murs de cave, ça peut se faire aussi. On a ici le coulage du béton dans le creux. Il y a aussi la possibilité, une fois qu'on a fait nos murs linéaires, d'utiliser des blocs courbes. Vous voyez, on peut vraiment scinder le mur en cassant cette linéarité et en créant un mur courbe. C'est tout à fait faisable. Il y a des rayons de courbure bien évidemment respectés. On ne peut pas faire un rayon de courbure d'1 mètre. Il faut faire des rayons de courbure un petit peu plus grands, mais c'est tout à fait faisable. Alors ça, c'est pour le premier type de bloc coffrant. Le deuxième bloc coffrant que je voulais vous montrer, c'est celui avec un matériau autre qu'en béton. C'est un matériau plastique. Alors ça paraît peut-être un petit peu surprenant, mais en fait il est tout à fait faisable de réaliser ces blocs coffrants, mais en plastique et pas en béton. Donc en fait, quel est le but principal du système? Je vais vous le montrer ici sur cette image, c'est que l'entretoise, qui est la partie ici, qui joint les deux côtés de notre bloc, cette entretoise en fait, elle est pliable. Et donc ça permet, quand vous allez stocker vos éléments les uns sur les autres, de plier vos deux côtés, de les empiler sur la palette, et lorsque vous allez l'utiliser, il suffit simplement de déplier, de déstructurer cela. En dépliant, votre rotule s'ouvre et vous créez tout simplement votre bloc que vous n'avez plus qu'à empiler les uns sur les autres. C'est tout à fait faisable. La mise en place, je vais vous la montrer sous forme de vidéo. La voici. Le premier bloc à bancher pliable qui ne pèse que 2,5 kg. C'est un produit modulaire, léger, écologique et économique. De plus, SikaBloc permet de prévenir efficacement les troubles musculo-squelettiques, les TMS, qui représentent 80% des maladies professionnelles en France. Fabriqué à base de matières synthétiques de réemploi, ce produit respecte l'environnement tout en affichant des caractéristiques identiques à un mur en béton armé. SikaBloc affiche d'excellentes propriétés mécaniques et résiste aux intempéries. C'est un produit imputrescible et durable. Constitué de 2 façades reliées par des charnières pliables, SikaBloc est 80% plus léger qu'un bloc à bancher standard, prend 3 fois moins de place au stockage et il est 6 fois plus rapide à poser qu'un mur traditionnel. Les coûts de mise en œuvre du coffrage au mètre carré sont ainsi réduits de 30%. SikaBloc est idéal pour les coffrages en espace restreint tels que les murs de soutènement, les fosses, murs anti-bruit, murs de clôture et murs de soubassement. Pour monter un mur, rien de plus simple. Un petit camion. Comme on l'a vu dans cette vidéo, par rapport à la mise en place, la première étape est simplement d'ouvrir le SikaBloc en libérant l'espace pour venir y placer notre bloc sur ses armatures verticales et bien évidemment aussi horizontales. Donc vous voyez, il suffit simplement d'ouvrir le bloc et avec ça, on aura la possibilité de venir placer ce bloc sur notre système de cage d'armature.
Une fois que ça est fait, il y a ce qui s'appelle l'étape de crabotage. Alors le crabotage, c'est quoi? C'est en fait à l'extrémité du bloc, vous avez ici une assise qui permet de venir clipser le bloc que l'on vient poser sur celui qui est déjà posé. Et une fois que ça est fait, en fait, on pousse sur l'axe central des charnières pour venir asseoir l'élément l'un sur l'autre. Et c'est ça qui permet de faire le crabotage là, le long de notre bloc. Tandis que ce que je vous ai montré ici, c'est pour faire le crabotage par rapport à la ligne verticale. Une fois que ça est fait, on appuie sur les charnières verticalement pour sertir complètement le bloc l'un sur l'autre. Alors c'est pas parce qu'on l'a serti dans un sens qu'on ne peut pas le déboîter. Donc, pour le déboîter, il suffit de faire le phénomène inverse. On soulève les charnières, on décrabote, donc on enlève simplement cette jonction horizontale et verticale et le tour est joué. Donc voilà ici nos blocs mais dits ouverts, hein, puisque bon, on veut ici montrer en fait le quadrillage des armatures verticales et horizontales. Et donc dans ce cas, on a vraiment l'entièreté possible de faire un voile complet en béton coulé sur place. Donc voilà ici, comme je vous le montrais, les armatures horizontales viennent se scinder, je vais vous le montrer ici, sur des petites encoches, et les verticales, c'est entre les charnières de chacun des blocs. Donc voilà ici ces petites encoches, comme on le voit, qui permettent de venir y placer les armatures horizontales. Ça c'est une photo prise à l'intérieur du bloc, et on voit ici les charnières avec ce système de rotule qui est placé ici. On voit ici l'assise et donc la prise de l'armature sur ces petites encoches. Alors souvent, entre l'assise, l'encoche que l'on voit ici, et l'armature verticale, il faut au moins 2 cm et demi, c'est le minimum requis pour garantir un enrobage suffisant et un travail de l'armature verticale sur sa longueur sans être gêné par ce système d'accroche. Donc voilà ici l'emboîtement dit par crabotage, hein. Donc c'est, vous voyez, ces petites genres de mains plastiques que l'on voit ici, là et ici, et c'est ça qui vient vraiment se fixer à l'élément juste derrière. Alors à la fin, vous retrouvez ici la possibilité de créer une colonne ou un mur classique avec des parties ici pleines qui arrêtent le bétonnage. Donc quels sont maintenant les avantages de ce type de bloc? Le premier c'est le poids. Donc le slide, il n'y a pas d'erreur dessus. Vous pouvez voir que un bloc coffrant en béton, ça pèse souvent autour des 20 kg. Et un bloc type comme celui que je vous ai montré, le Sika bloc en plastique, il fait 2,5 kg. Donc il n'y a quand même pas photo là-dessus. En nombre de mètres carrés par palette, comme vous les empilez, comme je vous ai montré ici au-dessus, ils sont comme ceci stockés en écrasement. Forcément, quand vous retrouvez ici au niveau des nombres de mètres carrés par palette, forcément vous en mettez beaucoup plus sur une palette. Donc c'est pour ça que vous allez avoir un nombre de mètres carrés beaucoup plus important que sur les blocs béton où là ils sont entreposés tels qu'ils ont été produits. Voici ici les illustrations des murs. Donc vous voyez qu'on peut les utiliser pour des murs à faible hauteur ou autre hauteur, ça, il n'y a aucun problème. Vous avez la possibilité aussi de donner un aspect fini sur ces mulosténements s'ils sont visibles. Donc vous pouvez mettre un système de crépi, comme c'est montré ici, avec un système de structure d'armature en treillis, donc un treillis plastique qu'on vient coller dessus avant la pose du crépi. Et il y a la possibilité aussi de servir de ces blocs pour faire un système de mur d'assises avant la finition d'un mur, par exemple type moellon ou en pierre. Voilà qui clôture ici votre vidéo concernant donc ce chapitre numéro 3 sur les murs en béton armé.